Bonjour à toutes et à tous et bienvenue au Café du Market. On entend souvent que tel ou tel canal d'acquisition est en perte de vitesse, ça a été le tour de l'outbound il y a pas si longtemps que ça, on parle d'email marketing, l'inbound aussi serait en perte de vitesse. Bon, moi je pense pas qu'il y ait une mauvaise stratégie, on va pas dire il y a de bonnes ou mauvaises stratégies, mais il y a certainement une bonne qualité d'exécution. Aujourd'hui du coup on va refaire un petit peu un point sur ce qu'est l'inbound marketing et puis comment mettre en place une stratégie d'inbound efficace. Pour parler de ce sujet-là, je suis avec Chris Demarle, qui est directeur marketing chez Lucas. Bonjour Chris. Bonjour Axel. Écoute, c'est un plaisir de t'avoir sur le podcast. C'est un retour sur le podcast. On se reparle aujourd'hui parce qu'en fait, il se trouve que tu as sorti un livre, Marketing Leader, du coup, où tu racontes justement toute la création de la mise en place du marketing chez Lucas et les différentes étapes de ta stratégie et ce qui a fait le succès aujourd'hui de la boîte. En tout cas, une des clés du succès sur cette partie marketing. Et donc, on va rentrer un petit peu en détail de la mise en place de la stratégie market et d'inbound chez Lucas. Juste avant, du coup, pour ceux qui n'auraient pas entendu le premier épisode où tu es passé et qui ne te connaîtraient pas, est-ce que tu pourrais te présenter en quelques mots et puis du coup nous dire deux mots sur ton livre? Tout à fait, tout à fait. Donc je suis Chris Demarle, je suis directeur marketing en charge de l'acquisition chez Lucas et je suis aussi associé de cette entreprise. Donc Lucas est un éditeur de logiciels RH et donc moi je suis arrivé en 2016 comme premier marketing et on était 40 personnes et aujourd'hui on est plus de 700. Donc j'ai connu une accélération très forte et assez folle de cette entreprise. Et donc brièvement, moi à la base, j'ai plutôt un profil entrepreneur et financier, donc je viens pas du tout du marketing. J'ai vraiment appris sur le terrain. Et donc aujourd'hui, on a une équipe de 40 personnes, et 40 au marketing, dont une quinzaine à l'acquisition. Donc moi, je gère un budget. On s'occupe de tous les canaux classiques, hein. Donc il y a les campagnes qu'on appelle les campagnes inbound, le SEO, les ads, etc. Donc on a un budget de 2,5 millions d'euros et on doit rendre en face Ouais, 10 millions d'euros de ventes, hein, d'abonnements, 10 millions d'euros d'ARR. Euh, et, ouais. euh, et derrière, en parallèle, effectivement, j'ai fait une petite pause pour écrire un livre, Marketing Leader. Eh bien, la promesse, c'est d'aider les marketeurs à passer d'un statut d'exécutant à business partner, à devenir, pourquoi pas, associé de l'entreprise dans laquelle ils rentrent. Et en gros, moi, c'est le livre que j'aurais aimé lire quand j'ai commencé. Donc, du coup, dedans, je partage des retours d'expérience, je partage des outils, des reportings, des tactiques qui a fonctionné, et aussi beaucoup d'échecs, parce que c'est là qu'on apprend. Et je me suis dit que c'était l'occasion de tout raconter. Yes, rétrospective, effectivement qui est très pratico-pratique, du coup très concret, c'est ça qui est chouette aussi dans le bouquin parce que j'ai eu la chance de le lire et tu me l'as partagé gentiment, donc c'était très cool. Euh, Justement, du coup, on va rentrer, on va rentrer dans le vif du sujet. D'ailleurs, tu as parlé de cette croissance assez folle que tu as vécue chez Lucas. C'est un peu le sujet d'ailleurs de notre premier épisode ensemble, comment gérer Tout à fait. cette hyper croissance-là. Et du coup, là, on va rentrer un peu plus dans le concret du market. Euh, Tu as mis en place la stratégie d'inbound marketing chez Lucas pour en faire un vrai levier d'acquisition. Et donc, tu la détailles dans le bouquin très en détail. Et tu vois les qualités de l'intervieweur. Bref, première question, j'allais dire, pour revenir un petit peu aux définitions, mais qu'est-ce que tu entends par inbound marketing? Est-ce que ça marche encore chez vous? Et c'est quoi la contribution de l'inbound du coup à la croissance de Lucas? Oui, donc c'est une bonne question. Donc déjà, j'ai contribué à, hein, je suis pas tout seul, je suis à l'initiative, j'étais le premier, mais on a vite recruté, on était une équipe. Oui. Donc ça, c'est assez important aussi, et on a eu les moyens de le faire. Donc pour parler de ma définition de l'inbound marketing, eh bien, j'ai toujours l'impression de répéter la même chose et de revenir sur des fondamentaux du marketing. En gros, c'est produire des contenus qui répondent aux besoins de tes prospects. Et il faut que ce soit des besoins professionnels et personnels. Donc, c'est penser non plus en parcours d'achat, mais en parcours de vente. Donc, ça c'est la base de l'inbound, c'est-à-dire avec ces contenus, attirer une audience, les faire rentrer dans un parcours pour les convertir. Et moi, ce que j'aimais bien dans la vision de l'inbound moderne, c'est de pas vendre, surtout de laisser ça aux commerciaux. Et, euh, et donc, la vision un peu que j'ai aujourd'hui, c'est de remettre le persona au centre des décisions. Et ça, on l'oublie un peu vite. J'ai remarqué qu'il y a plusieurs problèmes chez les marketeurs, c'est que le persona, c'est souvent vu comme un exercice un peu bullshit. Tu as de la pression aussi à produire à court terme ce que tu dois fournir. Donc, on fait un Mhm. peu trop de marketing de derrière l'ordinateur. Donc, comment est-ce qu'on sort de tout ça?
Et donc, c'est là où je trouve que on redonne un peu de la noblesse à l'inbound en remettant le persona au cœur. Et, euh, et en plus, on arrive dans une ère où c'est assez magique. Avec les outils IA, donc moi, c'est un de mes rêves cachés, hein, c'est d'automatiser la personnalisation. Donc aujourd'hui, bah, avec l'IA, c'est un outil qui va te permettre donc de personnaliser déjà un maximum. Euh, et donc moi, l'IA, je le vois comme quelque chose qui va augmenter soit toi en tant que travailleur dans tout ce qui va être ton travail de recherche avec Perplexity, d'écrire des courriers, écrire des emails marketing aussi de qualité, ou soit des outils existants, un peu comme des extensions qui vont rendre un outil existant hyper performant. Et quand on va avoir trouvé la bonne formule, c'est là qu'on va réussir à faire un inbound encore plus ciblé et beaucoup plus connecté à la réalité. Et c'est ce à quoi je crois. Et c'est ce qui fait que encore aujourd'hui, nous, on l'utilise beaucoup et qu'on arrive à faire en sorte que l'inbound, ça représente encore, j'ai compté, c'est 20% de notre nouveau business. C'est énorme, 20%. OK. Ok, moi, je suis sur un marché Ouais. en croissance, etc. Mais voilà, je te parle, mon objectif, c'est de faire 10 millions, 20%. Voilà, le montant, c'est ce qu'on doit faire cette année grâce à l'inbound. OK. C'est que ouais, tu vois, c'est ça qui est intéressant, tu vois? Quand on parle d'efficacité, effectivement, c'est que là, bon, bah, c'est relié au chiffre d'affaires. Tu parles Oui, de nouveaux business, donc effectivement, derrière, il y a toute la récurrence que ça va générer, par l'abonnement, en tout cas dans le modèle économique, de Lucas. Donc c'est un levier qui effectivement a un impact business qui est, directement, mesurable, quoi. Et donc si on revient, tu as parlé, des personas, effectivement, tu as parlé d'objectifs, business du coup. Je pose les pierres, mais pour toi, c'est quoi les bases du coup à poser pour lancer une stratégie d'inbound marketing efficace? ouais, tu me fais plonger 10 ans en arrière. C'est bien, ça me fait rajeunir, j'aime Eh bien. ouais, effectivement. Écoute, aujourd'hui, je te dirais, il faut comprendre les besoins invisibles de tes personas. Ça, c'est hyper important. Euh, et pour ça, il faut se détacher de ce que tu vends. Et donc, si tu remets en contexte, surtout en B2B, là, c'est hyper intéressant. C'est que on m'a soufflé l'idée de créer la pyramide de Maslow B2B. Je sais pas si ça existe déjà, mais je l'ai Ouais. faite dans mon livre. Et je me suis dit, Mmh. c'est assez intéressant de te dire d'aller collecter des informations qui sont plus sur de l'émotionnel que du factuel. Et, euh, et je pense que c'est là où tu fais la différence. Et je vais te donner un exemple concret. On a réalisé un questionnaire auprès de 100 clients, auprès de clients, on n'avait pas 100, on avait une dizaine de clients de 100 collaborateurs qui venaient tout juste d'acheter nos logiciels. On les a pris eux parce qu'ils ont encore OK. le souvenir du processus de décision. Et on a été regarder un petit peu les profils des différentes personnes. Et il y a des patterns comme ça qui ressortent. Et il y en a un, il y a un pattern, c'est que donc moi on adresse les fonctions RH. Eh bien notre persona, il est hyper soucieux du détail et c'est quelqu'un d'extrêmement rigoureux. En même temps, quand tu regardes ses missions, mission du RH, bah, c'est de faire en sorte que la boîte, ce qu'elle met en place, est conforme à la législation. Et donc, le constat, c'est que on s'est dit, bah, comment aider cette personne à garantir le respect d'un logiciel dont on traite la thématique, donc les congés. Donc, on a créé un livre blanc sur, eh bien, comment comment gérer ses congés donc, en 2025. On le fait chaque année. Et, euh, Mmh. et le truc qui a été assez énorme, c'est on a pu traquer la contribution au business, donc plus de 250 000 euros. Donc on l'a vu en termes de touchpoints. OK. Donc ce qu'on s'est dit, bon, on va le recycler en webinaire. Parce que là, on adressait vraiment une émotion, un besoin psychologique, physiologique d'accomplissement hein, du DRH. Et il fonctionne toujours aussi bien, il cartonne même, ce webinaire, alors que en interne, et ça fait 4-5 ans qu'on l'utilise, cette thématique. Et Ouais, presque, tu sais, ça saoule tout le monde. Mais il a un impact de fou. ça marche. Et donc, et voilà. Et par contre, je sais que je suis dans l'émotionnel. Et donc, mettre l'émotionnel, arriver à nommer l'émotionnel pour que l'inbound, eh bien, après, derrière, te produise des contenus et aussi des approches qui viennent adresser cette émotion, je pense qu'elle est là, la clé.
OK. Donc si on reprend au final, c'est ce que tu disais un petit peu tout à l'heure, c'est cet aspect qu'on aime bien un petit peu bullshit, du marketing, en tout cas le persona, c'est vraiment le truc de base que tu vois dans toutes les écoles de market, mais j'allais dire et justement un peu trop à l'ancienne des fois, et pour le coup, il y a des façons de le faire qui sont un petit peu bullshit, mais quand on arrive à rentrer dans les problématiques de effectivement, c'est quoi leurs enjeux au quotidien, c'est quoi qui les anime, c'est quoi les sujets auxquels ils font, évidemment en lien avec la thématique qu'on traite, hein, on parle pas de tout et n'importe quoi, mais de comprendre en fait les besoins primaires qui vont potentiellement mener, en tout cas les problématiques du quotidien, et bah du coup derrière on est capable de créer effectivement des contenus et une stratégie qui va aller toucher les personnes. Et c'est vrai qu'on dit toujours, on a l'impression que dans le B2B, c'est factuel, le processus de décision, on est très pragmatique et tout. Et en fait, bah, c'est le truc un peu classique, c'est que c'est d'abord l'émotion et puis après on cherche à le rationaliser avec des C'est arguments ça. qui vont nous rassurer par rapport à la prise de décision qu'on a faite. Mais il y a cet aspect émotionnel parce qu'on reste des personnes même quand on est derrière notre bureau, quoi. D'ailleurs, il y a des études qui montrent que on prend les décisions d'abord par ses émotions, par les émotions, et que les faits viennent rassurer ta décision finale. Donc, ça, je pense que c'est aussi assez intéressant de mettre de garder, de bien garder ça en tête. Ok, yes. Du coup, effectivement, donc bien bosser ses personas. Tu l'as dit, donc vous, c'était des interviews qualitatives pour aller comprendre les problématiques. Ça va permettre de construire la stratégie. Dans ton livre, tu parles beaucoup de l'importance de la planification dans la création des campagnes. Du coup, comment est-ce que tu passes j'allais dire, bah là, tu as parlé de cet e-book typiquement sur l'aspect réglementaire autour des congés, c'est quoi les conditions et comment est-ce qu'on gère les congés en 2025. En fait, comment est-ce que tu passes du coup de ces problématiques, de ces personas, aux campagnes, tu vois, et dans les différents types de campagnes que vous allez pouvoir activer dans votre campagne d'inbound, quoi, dans votre stratégie. Mais si tu veux, déjà, en 3 points. Le premier, c'est qu'on va aller regarder les historiques des ventes de nos logiciels. On va aller voir ceux qui ont le plus performé pour Ok. définir la saisonnalité. Le deuxième, c'est priorité au business. On a 13 logiciels, je ne peux pas faire 13 campagnes par an. Donc on va se focaliser sur, on va passer 80% de notre temps sur les 20% des softs qui font 80% du business. Voilà, on applique Pareto. Et le troisième, Mhm. ce qui est hyper important, c'est qu'il faut que ce soit simple. Donc on a construit des types de campagnes. On a nommé campagne Gold, classique et booster. Et ça a permis de donner de la visibilité à toutes les équipes et elles vont définir l'intensité de la campagne l'intensité que l'on va donner à chaque campagne de chaque logiciel. Je donne un exemple. Le logiciel de congé, Timmy Absence, il a des campagnes Gold. Donc lui, c'est un top logiciel en termes d'acquisition. Donc, on va en faire, ça va être un budget minimum de 10 000 € et on va en faire une par trimestre. On a des campagnes qui Ok. sont un peu moins importantes, qu'on appelle campagnes classiques. On va en faire 2 par trimestre et on va mettre 5 000 € de budget. Et puis on a des campagnes booster qui sont ponctuelles. Donc soit ça va être des campagnes pour un test de PMF, un test de product market fit d'un soft, ou parce qu'on manque de lead à un moment donné. Et donc et ça de les planifier, ça permet d'amener de la visibilité à toute la boîte. Et aussi parce que maintenant on est 700. Donc moi j'aimais bien quand on était 40. Tu parlais avec ta collègue et le contenu était produit, la campagne était posée. Mais aujourd'hui ça nous permet d'anticiper 6 mois à l'avance la préparation d'une campagne. Et ça, c'est énorme parce qu'on a le studio intégré, on a l'équipe contenu, etc. Et enfin, voilà comment on planifie les campagnes. Et je vais rajouter aussi un point peut-être qui est une des bases, c'est que ces campagnes, on les co-construit. On interviewe les sales, on interviewe les équipes outbound, on interviewe les équipes produits, vraiment pour s'assurer qu'on est dans la bonne direction. Ok, donc si on reprend du coup dans l'ordre, alors bon, les personas, donc ça c'est un travail que tu vas refaire régulièrement, en tout cas qu'actualise, mais en tout cas c'est ton travail de base. Derrière toi, par rapport à l'historique que vous avez, vous identifiez, c'est presque un peu le lien avec les personas, mais quels sont les logiciels que vous vendez le plus facilement, qui rapportent le plus d'argent à l'entreprise? Tout à Euh, fait. Ça va vous permettre du coup d'aller activer différents types de campagnes qui vont être planifiées selon une certaine et qui vont donner en fait l'intensité, qui vont rythmer un petit peu l'année. Et après, donc mettons que effectivement tu es cette campagne donc Timmy, euh, tu vas aller chercher
quoi, les problématiques principales de ton prospect par rapport à ce sujet-là, donc dans le travail des personas que tu as fait, vous allez créer un contenu. Comment ça se concrétise derrière, tu vois, vous allez créer un contenu spécifique autour de cette problématique-là parce qu'elle est liée à ce logiciel-là, et après vous allez activer différents types de canaux, différents formats de contenu selon aussi peut-être les étapes du cycle d'achat. Tu vois, comment est-ce que ça se concrétise derrière concrètement, quoi? Alors concrètement, on garde cette logique de 3 phases: découverte, considération, décision. À l'intérieur, donc on va Ouais. produire un contenu qui va, répondre à 2 objectifs. Bah, le premier, c'est quand même un contenu qui va générer quand même un certain volume de leads pour pouvoir alimenter le parcours d'achat. Et le deuxième, bah, Mhm. c'est un contenu qui apporte de la valeur. Donc là, par exemple, dernièrement, ce qu'on a fait, c'est qu'on fait intervenir un avocat aussi pour parler de la thématique des congés. Comme ça, tu as des clients, Ok. des prospects qui vont poser des questions, en se disant: «Tiens, je vais économiser les frais d'avocat en ayant la réponse en direct». Mais voilà, mais ça fait partie du jeu. Et après, les contenus vont être toujours de plus en plus engageants, mais toujours dans cette logique, tu sais, d'avoir le persona en tête et de se dire: «Tiens, je vais produire un contenu parce que je comprends la situation de la personne. Je vais te donner un exemple hyper concret. Donc, comme je t'ai dit que mon persona était rigoureux, organisé, c'est quelqu'un, bah, quand il va choisir un logiciel, eh bien, il va comparer les différents éditeurs. Donc, nous, on a fourni une grille qui va aider n'importe quel RH à comparer les différents éditeurs logiciels du marché. Franchement, comme un cahier des charges fonctionnel adapté à une petite structure, parce qu'on sait que c'est quelqu'un de rigoureux. Mhm. Donc, tu vois, tu l'aides dans sa démarche et dans sa réflexion. Bah, quand les personnes téléchargent ce genre d'asset, le scoring se met en place, etc., etc., et tu connais et on connaît la suite. Donc on essaye d'amener beaucoup plus de connexion émotionnelle dans les différentes étapes de nos parcours de parcours d'achat. Mais tu en as plein. En gros, c'est de se dire bah déjà, est-ce que quand je partage un cas client, est-ce que ça va parler à la personne en face? Est-ce que quand j'aborde un sujet, est-ce que j'apporte une solution? Et puis j'ai même envie de te dire, une fois que tu as confiance dans les contenus que tu produis, dans l'émotion qu'ils vont créer, tu arrives à, quand tu fais un email, et c'est là où je pense que c'est game changer, au lieu de faire un teaser du contenu que tu vas découvrir, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on dit ce qu'il y a dans le contenu de manière très précise. C'est en lisant, vous allez apprendre ça, ça, ça. Et donc, tu inverses comment dire, l'approche. Tout ça pour dire en fait à la personne, je vais pas te faire perdre ton temps si tu le lis. Et si tu le lis, tu vas apprendre quelque chose. Mhm. Et donc on est dans cette dynamique de réciprocité, c'est que je te donne, et après je vais te demander aussi des choses en retour. Et c'est ça que j'appelle apporter de la valeur. Et d'ailleurs, ça, après, qu'est-ce que tu veux suivre comme taux? Bah, tu regardes tes taux de désabonnement de tes emails, hein. On en envoie 2,5 millions et nos taux, ils Ouais. sont tout le temps en dessous de 1,5%, hein. Tout le temps, tout le temps. Ouais, donc du coup, en fait, ce que tu dis, c'est que tu te demandes un petit peu, en fait, quel type de contenu mon prospect il a besoin de voir pour se positionner dans l'achat, typiquement. Donc là, tu as parlé de cette checklist un petit peu pour comparer les logiciels. Donc ça, c'est quand même plutôt un contenu donc de bas de funnel. Si j'ai pas de doute, quand on compare les logiciels, c'est qu'on n'est pas loin de vouloir acheter. Euh, et en fait, c'est ça, ça répond à une campagne globale où tu as dit effectivement au début, tu avais ton e-book, peut-être sur les congés, la gestion des Tout à fait. congés en 2025, aspect réglementaire. Donc là, tu es quand même plutôt sur un contenu assez haut niveau. On voit bien qu'on est assez loin de j'achète un logiciel, quoi, entre guillemets, mais c'est quoi mes problématiques réglementaires par rapport à ça. Derrière, potentiellement, tu en fais un webinar, tu as décliné ça en différents types de contenus. Et puis à la fin, tu as ces contenus plus achats, on va dire, avec des cas clients, des checklists et tout, qui vont venir en fait accompagner le prospect, le pousser un peu tout le long du funnel, quoi. Tout à fait. C'est pour ça qu'une campagne, on a toujours une date de début et une date de fin. Aux dates de début, on va dépenser un budget assez significatif parce que pour faire la promotion de nos contenus, on va être présent sur LinkedIn avec du ciblage. On va également travailler avec des médias en ressources humaines, etc. pour taper fort. Et Ok. après, les campagnes de branding vont être les campagnes de marque, hein, elles vont être là aussi pour soutenir nos campagnes, nos propres campagnes d'acquisition. Et ça crée un effet vertueux continue, parce qu'en fait, on est tout le temps en campagne. Tu vois, c'est ce que je te disais tout à l'heure, il y a des Mm. campagnes qui durent maximum un mois et d'autres qui vont durer une semaine, voire 15 jours. Et on enchaîne. Et notre RH, il n'a pas le temps de s'ennuyer avec nous.
Ouais, oui, parce que du coup, tu vas varier, dans l'année, tu vas varier les thématiques, et donc enfin les logiciels, les offres et donc tu vas traiter plusieurs sujets et au final, tu as toujours des campagnes qui tournent, quoi. Tout à fait. OK, parce que là, c'était je reviens sur ce que tu dis, par rapport à la temporalité de la campagne dans le début et la fin. Est-ce que tu joues sur, dans la temporalité de ta campagne, est-ce que tu joues sur la maturité du funnel? C'est-à-dire, est-ce que tu pousses, après tout, tous tes types de contenus dès le début? Parce que t'as des gens qui peuvent être prêts à acheter, on va dire, au premier jour de ta campagne. Ou est-ce qu'au début de ta campagne, tu vas d'abord insister plutôt sur tes contenus haut de funnel, et puis tu vas pousser ensuite plutôt des contenus en nurturing, tu vois, bas dans le funnel? Ou est-ce que tu pousses un peu tout dès le début pour nourrir tous les personnes? Parce qu'en fait, les RH, ils sont pas tous à la même étape dans leur cycle d'achat à un instant T, quoi. Alors non, en Je sais pas si ma général, question est claire. elle est très très claire. Mais c'est une bonne Ok. question et je vais t'expliquer. Je pense qu'on n'achète pas un logiciel RH sur un achat impulsif, d'accord? Je pense que chaque Mhm. RH est dans une phase de réflexion de son. Tout le monde a une phase de réflexion ou même pas du tout d'un acte d'achat. Donc aujourd'hui, quand je fais une campagne auprès de la même audience, cette même audience, je vais leur soumettre les trois phases. Donc, à un moment donné, Ok. j'optimise mes chances que la personne, eh bien, rentre dans un parcours et c'est que ce soit le parcours qui lui convienne le mieux. C'est plutôt ça la philosophie. Et Ok. donc, comme ça, bah, j'ai un effet cumulatif. Ceux qui s'intéressent à la phase découverte, il y en a beaucoup. Le webinaire générique, les contenus gris comparatifs, il y en a pas beaucoup, mais ils viennent se cumuler. Et aussi les contenus décisionnels phase de démo à la fin. Et ben, on a créé comme ça, je dirais, le parcours d'achat complet pour un maximum de RH. Ouais, c'est peut-être pour ça au final il y en a, on entend des fois dire que ouais, l'inbound c'est mort parce que on a cet aspect un petit peu quand on le schématise, on va dire un peu, et on l'a décrit nous-mêmes d'ailleurs il y a 5 minutes, mais sur l'aspect un peu linéaire du parcours d'achat en disant bah, découverte, évaluation, considération, et alors qu'en fait, bah, là, c'est ce que tu dis, c'est que toi, dans ta conception de ta campagne et de tes contenus, tu vas créer des contenus pour ces différentes phases, mais en fait, un cycle d'achat, c'est pas forcément si linéaire que ça. Les personnes sont potentiellement à une étape, à une autre, et donc en fait, toi, l'important, c'est d'avoir tes contenus pour toutes tes phases, et puis après, Tout à tu fait. vas les pousser effectivement pour, enfin, potentiellement tous en même temps pour capter les gens qui sont à différentes phases aussi à un instant donné, quoi. Ouais, exactement. Et puis même pour aller plus loin, le scoring qui se met en place, eh bien, va permettre Mhm. aussi de déclencher un appel téléphonique d'une personne de nos équipes outbound. Donc d'avoir aussi le contact humain. Donc on a vraiment le meilleur des deux mondes, du contenu à valeur et quelqu'un qui vient t'appeler pour Mhm. écouter ton besoin. Donc c'est assez vertueux. Ok. Ok. Oui, parce qu'après, c'est ça, ceux qui arrivent effectivement plutôt par les contenus de phase de découverte, ils vont rentrer, toi tu l'as dit, il y a scoring, il y a nurturing, donc ils vont recevoir d'autres types de contenus jusqu'à ce qu'on soit capable de détecter leur maturité pour qu'ensuite il y ait un sales qui prenne le relais, quoi. Du coup, Tout à justement, fait. en termes de, t'as parlé de plusieurs choses, parce que t'as parlé d'emailing, t'as parlé de taux de désabonnement, évidemment, t'as parlé des objectifs d'ARR. Euh, c'est quoi les KPI que tu suis au quotidien? C'est quoi une bonne campagne du coup pour toi? Si tu devais faire un peu, je sais pas, une scorecard des KPI que tu surveilles, tu choisis quoi? Ah, moi, je suis hyper ringard, hein. C'est bah, le nombre de leads MQL, SQL et clients, vers le volume, pour chaque campagne. Je regarde les taux de conversion Mhm. et je suis mes coûts d'acquisition. Et à chaque Ok. fois, je me demande pourquoi. Pourquoi? Est-ce que c'est bien? Est-ce que c'est moins bien? Pourquoi ce chiffre est élevé? Pourquoi ce chiffre est bas? Etc. Ça, c'est la première chose. Mon deuxième indicateur, c'est ce qu'on appelle la QLV, la Qualified Lead Value. Je vais essayer de l'expliquer simplement, mais je crois que j'en avais déjà parlé lors du premier podcast. C'est qu'on va estimer Mhm. ce qu'un lead qualifié pourrait rapporter en euros, pourrait rapporter en business, et en s'appuyant sur des taux de conversion historiques. Donc en fait, ça veut dire que l'opportunité qualifiée a une valeur en euros. Et ça, Ouais. là où c'est game changer, c'est que ça me fait parler le langage des sales et le langage de mon patron. C'est-à-dire que si tu me donnes 1 euro, moi je sais que je dois te rendre à la fin 3 euros de QLV. Et ça, c'est mon indicateur clé. De fait, quand je regarde mes coûts d'acquisition, bah, combien m'a coûté telle campagne, combien elle me rapporte, j'ai un indicateur aussi.
Donc c'est Ouais. vraiment cet indicateur business qui drive tout en fait. OK. Ouais, donc effectivement, tu vas suivre donc tu as cet objectif ça, c'est presque un peu, j'allais dire, l'objectif que tu as initialement quand tu vas poser les bases de ta stratégie et les bases de tes campagnes. Effectivement, c'est ce retour sur investissement, au Tout à final, fait. de ce que tu es capable de générer et puis après tu vas suivre effectivement un petit peu, les différents KPI le long du funnel, quoi. C'est Et donc une exactement bonne ça. campagne, tu l'as dit, c'est 1 pour 3 C'est en exactement gros en ça. Et termes aussi une bonne de ROI? campagne, Ouais. ouais. Et aussi une bonne campagne, c'est une campagne qui échoue. Parce que ça veut dire que on va énormément apprendre des raisons de l'échec. D'où est-ce que ça vient? Ça vient du contenu, ça vient du soft, du logiciel, tu vois, et d'essayer un peu de chercher, de creuser, c'est aussi important qu'une campagne qui réussit. Ouais, oui, parce que alors ça l'échec, il est important, il est intéressant quand derrière effectivement, tu es capable d'en tirer des leçons. Parce que quand tu dis, échec, toi tu as fait ce qu'il fallait, on va dire, en termes de market, en termes d'activation, enfin d'exécution et tout, donc ta campagne elle a été bien menée, les résultats sont pas là. En fait, ça, c'est un apprentissage, du coup. C'est sûr que c'est mieux si les résultats sont là, mais en tout cas, tu vas en tirer, des apprentissages et quand on est capable d'expliquer le pourquoi de ces ça a pas marché, c'est presque aussi intéressant que quand ça fonctionne, quoi. Je conclue toujours le podcast, hein, j'aime bien montrer les challenges, tu vois, aussi un petit peu qu'on a et puis parce qu'on partage des bonnes pratiques et puis on explique comment ça fonctionne, comment on pose les bases de quelque chose qui marche. Heu, donc j'aime bien terminer toujours aussi un petit peu par les challenges et je vais l'axer un petit peu spécifiquement pour toi parce qu'au final, du coup, tu viens d'écrire ce livre, et c'est un process qui m'intéresse mais, heu, ça a forcément été un challenge. J'imagine qu'en tout cas, c'est pas une aventure facile. Est-ce que tu peux me dire un petit peu, tu vois, quand on écrit un bouquin comme ça, c'est quoi les plus gros challenges qu'on rencontre? Alors les plus gros challenges, ils sont de trouver le pourquoi tu écris un livre. Qu'est-ce qui te motive réellement? Parce que c'est un nouvel exercice qui fait sortir un peu de sa zone de confort et qui demande énormément de rigueur. Donc moi, c'était tous les matins. Je me levais à la même heure parce que donc j'ai fait un congé sans solde pendant 3 mois et demi. Et puis voilà, et j'avais pas le syndrome de la feuille blanche, mais j'avais mon livre et tous les jours il fallait que je produise pour apporter de la valeur à mon lecteur. Et donc le challenge, c'était de garder tout le temps, c'était d'avoir l'endurance de la motivation, d'être motivé tous les jours pendant trois Ouais, mois et demi. Et c'est pas toujours évident parce que parfois j'ai perdu le fil, j'ai perdu le pourquoi je voulais écrire ce livre. Et quand tu le retrouves, donc moi c'était transmettre 10 ans d'expérience et de les partager à un jeune marketeur. Eh bien, quand tu le perds, tu te dis et tu vas même te poser des questions. Tu te dis mais j'apprends rien quand j'écris ce livre parce que en fait je suis je raconte des choses que je sais déjà. Donc, bref, ça a été ça le principal challenge. Et le deuxième, c'est aussi de le faire connaître, hein. On est des marketeurs, donc produire le produit est fini, il existe. Marketing Leader existe comme livre. Et comment diffuser maintenant? C'est la deuxième phase. Et là, c'est un autre défi. Et je pense qu'il faudra que je trouve un autre moment pour m'y consacrer pleinement. ah, c'est clair. Mais ça, alors, du coup, toi, ta situation, en plus, elle est particulière parce qu'il se trouve que, effectivement, une fois que ta période, on va dire, de sans solde, elle s'est achevée, tu repris le boulot. Mais tu vois, c'est un truc, moi, j'en parlais, j'en parlais l'autre jour avec un collègue où, en fait, putain, quand on est marketeur en entreprise et qu'on vend un logiciel, la solution de quelqu'un d'autre, en fait, tu vois, on l'a le playbook, presque, enfin, on en parlait là ensemble, ouais, c'est facile, tu vois, enfin, c'est facile, entre guillemets, mais, et quand il s'agit de vendre quelque chose que toi t'as produit, tu vois, moi je le vois avec la promotion du podcast, de la newsletter ou de la communauté, purée, on devient timide et puis, enfin, et puis du coup, t'as presque l'impression de plus savoir par quelle boule prendre, est-ce que c'est vraiment intéressant, et puis, qu'est-ce que les gens vont trouver comme valeur là-dedans, et qui je suis pour faire ça, tu vois? Et puis vendre, en tout cas vendre son, et des fois moi je suis plus, tu vois, a posteriori je suis beaucoup plus indulgent avec mes CEO de l'époque, sur certains aspects où tu te dis bah ouais, en fait effectivement quand tu dois vendre ta solution c'est encore un autre délire, quoi. Mais ce qui est intéressant, c'est aussi de se dire, de vendre la valeur. C'est-à-dire que si tu es convaincu que ce que tu fais rend service, aide vraiment les gens, du coup, tu n'es plus en train de vendre ton livre, tu es en train de vendre des conseils, tu es en train de vendre C'est pour ça que moi, j'ai mis des outils, des grilles à télécharger, il y a des reporting fichiers Excel que tu peux, avec Mmh. un QR code, consulter, etc. Et je me suis vraiment dit,
ça va aider, ça va apporter quelque chose. Et c'est ça qui te motive et qui te drive après à diffuser et surtout à ce que je te disais au tout début, mais tout partager. Dans mon livre, moi j'en avais assez de Ouais. voir des bouquins de market trop génériques, donc je me suis dit il faut que je sois hyper concret. Et je t'avoue un truc, chaque chapitre, je me suis dit quel est le aha moment et est-ce que un marketeur, un Ouais. jeune marketeur ou quelqu'un qui s'intéresse à ce livre apprend quelque chose et ça a été un vrai combat, d'une certaine manière, une vraie discipline, et j'ai plutôt eu des retours positifs, donc ça me motive pour la suite. Très cool. Écoute, merci pour tout ça. J'allais dire si, pour résumer un petit peu l'échange et revenir au sujet un peu inbound, si, tu avais un conseil du coup pour un marketeur qui doit justement structurer une stratégie, c'est quoi le mot que tu retiens, quoi? Alors moi, je dirais de commencer à t'aligner. Va t'aligner avec ton patron et une discussion réelle pour comprendre la vision de son produit, là où il veut aller, la vision du marketing qu'il peut avoir aussi, pour pouvoir toi, soit l'influencer ou soit t'aligner. Et, euh, et surtout d'avoir une pensée, une vision plus stratégique. Parce que moi, personnellement, j'étais trop concentré sur les chiffres et pas assez sur la vision d'entreprise, hein. C'est que, mais c'est malheureusement pas avec des KPI que tu réussis. Il faut réussir à s'aligner avec les enjeux de sa boîte. Moi, j'ai failli me faire virer de Lucas aussi à un moment donné. Donc, bref, c'est pour ça que d'ailleurs, dans Marketing Leader, je me suis dit que j'allais partager ces retours d'expérience terrain. Et l'idée, c'est de dire, retrousse-toi les manches, va chercher des infos à la source et fais une stratégie marketing et fais que le marketing soit un levier stratégique parce que c'est là où, en fait, tu deviens un vrai business partner. OK. Très cool. Écoute, effectivement, ce sujet de vision stratégique et puis de participer, en tout cas, à la vision de la boîte, sortir des KPI un peu marketing pour pouvoir parler le langage de ton patron, effectivement, et faire le lien avec les autres équipes, c'est clé. Trop cool. Bah écoute, merci encore pour tout ça, Chris. C'était très sympa. Et puis bah du coup, si jamais bon, il y a des petites questions pour toi, en tout cas, on peut te trouver sur LinkedIn. Et du coup, je vous invite aussi tous à aller consulter l'ouvrage, le livre de Chris qui est très concret et super intéressant. Merci pour tout, Chris, encore une fois. Merci Axel.